sur la mécanique universelle. Aujourd'hui, nous sommes samedi 4 juin 2022. Je continue ma lecture de ce livre écrit par Hervé Rousseau, à Que sais-je sur les religions. Et je suis au chapitre premier de la 4e partie, l'organisation religieuse. Et donc je voulais lire les médiateurs, ce qu'ils pensent des médiateurs. En somme, les médiateurs, c'est ceux qui sont entre l'humanité et le divin. Les hommes qui sont, comment on pourrait dire, choisis ou qui sont destinés, qui sont constitués pour être des intermédiaires entre les deux, entre le divin. Alors le divin, c'est précisons bien comment je vois le divin. Le divin, c'est le principe créateur à l'origine de cet univers. Les religions disent que c'est le divin, l'appellent Dieu, voilà, ont cette terminologie, les religions monothéistes. Les religions asiatiques vont parler d'une sorte de vide, je pense, voilà, de quelque chose qui n'est pas vu, perçu comme le Dieu du monothéisme. Mais quoi qu'il arrive, c'est la même chose. C'est cette partie d'avant la création, cet inconnu, voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, moi je crois à la présence d'un principe créateur à l'origine de l'univers. Je ne pense pas que l'univers s'est projeté comme ça de rien. Voilà. Donc pour moi, c'est plus logique de penser, je pense que c'est plus logique de penser qu'il y a un principe créateur plutôt qu'il n'y a rien. Voilà. Alors les physiciens, la science physique va parler du vide quantique ou des cordes, je ne sais pas, ou des atomes ou de la matière potentielle qui n'existe pas mais qui existe en potentialité. Peu importe, c'est la même chose. Voilà, pour moi c'est la même chose. Donc je lis, je découvre en même temps que je lis, parce que je ne lis pas antérieurement, et je digresse à partir de là, et toujours en relation avec ma théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Sa perfection, je le répète à chaque fois, mais bon, je le répète simplement parce que des gens arrivent sur ces vidéos un peu par tous les chemins. Voilà, un peu comme tous les chemins mènent à Rome, et bien là, tous les chemins mènent à ces vidéos à toutes les vidéos qui sont finalement nombreuses sur ces millions, milliards peut-être de vidéos qui sont sur YouTube, sur Dailymotion, etc., sur ces sites. Donc en venant un peu de tous les chemins, ils n'ont pas forcément, certaines personnes n'ont pas forcément accès aux vidéos précédentes où j'explique que ces vidéos, je les fais en lien avec cette théorie, l'humanité destinée à atteindre sa perfection. Et cette perfection, c'est la finalité, en fait, de l'humanité. Mais c'est le même travail de perfection, de perfectionnement, que toutes les espèces font
intuitivement, ou instinctivement, ou génétiquement. Voilà. Je pense que pour que le condor arrive à la perfection de son vol, il a fallu des millions et des millions d'années, sans doute, de sélection, d'amélioration instinctive ou d'amélioration voilà, qui dépasse la, la- le choix de l'évolution. Mais c'est la même chose, c'est pareil pour une abeille, une fourmi, voilà, chaque espèce va conduire son espèce, va travailler, chacun va finalement, intuitivement, chercher à atteindre sa perfection, son meilleur camouflage, sa plus vélocité, sa plus forte vélocité, son, sa meilleure façon d'être un prédateur, sa meilleure façon d'esquiver un prédateur, sa meilleure façon d'appeler un insecte butineur, etc., etc. Tout ce mécanisme obligatoire dans la création. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Et l'humanité n'échappe pas à cette chose-là. Sauf qu'elle l'a fait jusqu'à présent intuitivement, entre le moment où elle s'est distinguée des autres primates, puisque je défends la thèse, je pense que Darwin, voilà que la thèse du darwinisme est juste l'évolution des espèces et que, en fait, c'est même pas Darwin qui, je pense, qui parle du fait que nous déclinions des autres primates, des primates naturels. Mais je pense que c'est la bonne théorie. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a du divin. C'est pas parce que l'humanité descend que nous étions des primates naturels que ça changerait l'idée que notre rôle, c'est d'évoluer vers la relation avec la fusion avec le divin. C'est ce que je pense dans cette évolution. Je renvoie à tout ce travail que j'ai fait sur la mécanique universelle. Et donc, cette perfection que nous travaillons chaque jour, là, actuellement, à l'instant T où nous sommes, des hommes cherchent à améliorer l'écologie, à améliorer nos transports, à améliorer les énergies renouvelables, à améliorer notre comportement, à améliorer, etc. Évidemment, en face, il y a un autre travail qui travaille de cette façon-là, mais par l'inverse, en détruisant par exemple, ou en respectant pas le principe écologique, et donc il va révolter en agissant mal, il va soulever contre lui de la critique, etc. Et ce qui va renforcer le camp du bien, entre guillemets, parce que les deux sont dans le camp du bien. Le mal et le bien travaillent pour une seule chose, c'est le bien. Voilà. Sauf que, voilà, c'est deux façons de travailler. Et effectivement, on doit condamner, punir ceux qui travaillent par le bien, par le mal, parce que c'est pour que l'évolution de l'humanité puisse se dérouler, il faut que ça soit comme ça. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'ils travaillent aussi pour l'évolution de l'humanité. Donc, à cet instant, on est en train de travailler. Voilà, l'humanité travaille à ça, même si parfois il y a des reculs, l'humanité doit reculer. Le moment actuel, qui est un moment de guerre, voilà, où on ne s'imaginait pas qu'on pouvait repartir dans un principe comme ça en Europe, bien que c'était presque injuste que ça touche pas l'Europe et qu'on puisse aller
faire des guerres à l'extérieur de l'Europe. C'est, voilà, les Américains et les Russes se battent en Syrie, se battent, voilà, l'Occident et on va dire les dominants actuels que sont l'Occident et les prétendants actuels que sont la Chine, la Russie, etc., sont dans un processus de lutte, de violence, et depuis longtemps. Et jusqu'à présent, c'était envoyé vers l'extérieur. Et ça, c'est le narcissisme d'ailleurs. Le narcissique, il renvoie sa violence sur les autres, voilà. Donc, un principe, une nation narcissique va essayer de vider son agressivité, son désir de domination, son désir d'asservir, etc., son envie de colonialisme sur l'autre, en fait. Et il va essayer de s'éloigner de cette zone de conflit. Voilà. Et donc cette guerre donne à l'esprit humain un sentiment de recul. C'est toujours des sentiments de recul, parce que globalement l'humanité évolue toujours vers cette perfection, doucement, péniblement, inconsciemment, etc. Donc on a toujours évolué depuis qu'on a quitté les arbres, hein, voilà, depuis que l'homme a développé son cerveau d'une autre manière, un cortex, un langage, une communication, une capacité d'assimilation, une dextérité pour manœuvrer les choses, pour progresser. Depuis ce moment-là, nous sommes dans cette voie d'évolution. Et comme le font les autres espèces de façon organique. Ben, nous, on le fait de façon maintenant, de façon culturelle, de façon intellectuelle, de façon, voilà, par la connaissance, etc., par l'éducation, voilà. Et jusqu'à présent, ça s'est fait de façon inconsciente. Maintenant, je pense qu'il est temps de commencer à entrevoir la possibilité d'évoluer consciemment, pour éviter justement ce que nous voyons là, l'évolution par tentative, erreur, par violence, destruction et reconstruction. Toutes ce type d'évolution qui sont archaïques par impérialisme, défaite de l'impérialisme, montée d'un nouvel impérialisme, etc. Voilà, c'est ce genre de choses dans lequel on baigne depuis très longtemps. L'humanité baigne dans cette culture-là, qui est une culture primate, tout simplement. Hein. Et donc, voilà, l'hégémonie, à un moment, ce fut les Grecs, ça a été les Égyptiens, les Perses, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Européens, voilà, et maintenant les Américains. On est dans ce principe-là, et on est arrivé, je pense, à la limite de cette force d'évolution, de cette façon de tirer notre énergie pour l'évolution. Je pense qu'à présent, on est capable d'évoluer de façon consciente. Donc, évoluer de façon consciente, c'est-à-dire en tenant compte d'un but, d'une finalité, même si on ne met pas derrière cette finalité quelque chose parce que c'est difficile de dire, ben, oui, on va atteindre, on vise la perfection, et la perfection, c'est une perfection spirituelle, machin, etc. Ça sera impossible pour l'humanité de proposer ce genre de finalité
tant qu'on n'en est pas sûr, si on n'a pas les moyens de décréter que en partant d'un point A, nous sommes à un point B et on trace une ligne et on arrive au point C qui est une perfection et on démontre scientifiquement que cette perfection est aussi spirituelle, à ce moment-là, on peut dire, voilà la perfection qu'on doit atteindre, tout montre que scientifiquement, toute notre évolution montre que on est destiné à une perfection écologique, une perfection sociale, une perfection universelle, paix universelle, voilà, donc fraternité universelle, etc., etc. Un grand village planétaire avec comme base de relation la bienveillance, l'entraide, etc., toutes ces choses-là. Donc tant qu'on n'a pas les moyens de le prouver, on ne peut que dire, bon, eh ben, voilà, force est de constater que maintenant on doit tous travailler à rendre notre planète propre, trouver des énergies propres, renouvelables, etc. Et nous écarter rapidement de toute la de toutes les erreurs que nous avons commises naturellement sans le savoir. On n'a pas à être jugé pour ça. On peut simplement critiquer pour pouvoir améliorer les choses, mais en sachant que ben voilà le siècle dernier, il n'avait pas en tête les problèmes climatiques que nous connaissons aujourd'hui, même si quelques éclaireurs commençaient à en parler. Et donc voilà, on évolue comme ça, un peu inconsciemment. Maintenant, on a compris qu'on doit évoluer proprement. On a compris que la destruction, c'est une erreur. On a compris que la guerre augmente les problèmes climatiques. Que la guerre est quelque chose qui devient indéfendable dans l'esprit humain. C'est beaucoup plus... Maintenant, on est offusqué de la guerre. Alors que même si on finit par s'y habituer. Et là, on a bien vu que les médias occidentaux, un peu par calcul, ont vraiment révolté l'Occident contre l'intervention, contre la guerre menée par les Russes. Voilà. Donc, on n'a plus cette vision qu'avaient certainement les adolescents, les hommes des années 20, voilà, ou 9, 10, voilà, avant la guerre 14 ou avant la guerre 39, ils partaient un peu la fleur au fusil, c'était traditionnel, il y avait la guerre comme à l'époque des Grecs, chaque année il fallait partir à la guerre, et voilà, c'était quelque chose qui était inclus dans la pensée humaine. Maintenant, on s'est désenglué de cette pensée-là, progressivement, et il faudra encore peut-être 50 ans, 100 ans pour qu'on se débarrasse totalement de cette forme de pensée, et que plus aucun gouvernant, puisque c'est que les gouvernants qui déclenchent les guerres, quoi qu'il arrive, ou qui les provoquent, parce que c'est la même chose, hein, que ce soit là pour l'instant on condamne dans l'humanité, on ne condamne que celui qui fait l'action la plupart du temps, et on ne condamne pas celui qui va provoquer, qui va pousser quelqu'un au crime, par exemple. Et donc, on n'est pas encore rentré dans l'analyse du pervers narcissique, en somme, qui va pousser l'autre à la guerre, en somme. Donc, pour l'instant, on est dans ce mécanisme-là de perversion, et donc on condamne celui qui rentre en guerre ou qui provoque la guerre. Et c'est un peu normal, c'est logique, ça fait partie de l'évolution. Voilà, parce qu'il y a normalement
d'autres moyens que la guerre pour résoudre les problèmes. Et je pense que la Russie devait chercher des moyens qui n'étaient pas aussi violents. Et d'ailleurs, voilà, on commence à comprendre que c'était une erreur de se lancer dans une guerre à l'extérieur. Toutes les guerres extérieures qui se lancent à l'extérieur sont vouées à l'échec. Ça a été valable pour les Américains en Afghanistan, pour voilà, à un certain moment, comme dans un corps humain, si on a une épine, elle est éjectée, même si on ne la sort pas nous-mêmes, elle finit par faire une concrétion de pus et par être virée par le corps. Le corps le veut pas. Et donc, dans un pays, un agresseur finit par être irrémédiablement, invariablement jeté. La seule chose, c'est une question de temps. Voilà. Dans la colonisation, il a fallu 150 ans, je ne sais pas combien. Pour les Américains, il a fallu 20 ans, je ne sais pas. Pour les Russes, à un certain moment en Afghanistan, il leur a fallu 10 ans, je ne sais pas. Voilà. Et c'est valable à tous les échelons de guerre. La guerre, elle ne peut être gagnée que quand on défend son territoire ou quand on a... c'est vraiment pour aller... Quand elle est vraiment juste. Voilà. Si elle est vraiment pour aller défendre un peuple qui est opprimé, défendre un groupe, une population qui est opprimée, c'est, je pense que là, le principe de la guerre doit fonctionner pour être... on peut gagner la guerre, mais après il faut se reculer. De toute manière, la guerre est vouée à sa disparition. Voilà, c'est pas... Là, c'est un petit peu comme un fumeur de cigarettes. Il va arrêter d'abord une semaine, puis 15 jours, puis un mois, puis une année, et à chaque fois il replonge jusqu'au moment où il peut arrêter définitivement. Et bien là, on avait préservé l'Occident de la guerre pendant presque 70 ans, mais pas vraiment en fait, parce qu'il y a eu la guerre dans les Balkans, etc., etc. Mais enfin, on n'a pas été aussi systématique comme, voilà, 1718, à l'époque, pendant, voilà, l'Europe était souvent en état de conflit, c'était assez fréquent. Voilà, donc il faudrait peut-être que je commence un petit peu à lire ce truc sur les médiateurs. Les médiateurs. Alors, les fresques préhistoriques représentent parfois, au milieu de groupes humains, des individus qui s'en distinguent par des attributs sélectifs. On les interprète généralement comme des sorciers, des prêtres ou des chamans, comme des individus doués de prérogatives spéciales en relation avec le divin. Ben oui, et c'est comme ça, c'est l'artiste, c'est le créatif, etc. Il faut de chacun pour construire cette humanité. Alors, par exemple, l'Occident va faire de son artiste, va aduler, alors que en fait il fait partie, c'est un des pions de l'évolution, comme le chef de l'État, comme le mendiant au coin d'une rue. Ils ont exactement la même importance vis-à-vis de l'évolution de l'humanité. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Un chef d'État, il n'est pas plus important qu'une caissière, qu'un éboueur, qu'un ivrogne ou qu'un mendiant au coin d'une rue. Chacun agit sur cette humanité, voilà, exactement, de la même manière. Et c'est pour ça qu'on est injuste, parce que
Bon, on a besoin de faire ces hiérarchies, mais c'est juste un moteur de l'évolution. L'humanité, elle évolue et voilà, c'est celui qui est complètement en haut et celui qui est complètement en bas, 10 000 ans après, il n'y a pas de... Voilà, on s'en fout. La seule chose, c'est l'humanité, lui, elle a, grâce au travail de ces deux personnes, hein, le chef de l'État ou un ministre ou un milliardaire ou je sais pas, et le plus pauvre entre le plus riche et le plus pauvre des Français ou des voilà de chaque pays, il n'y a pas de différence de travail. Le travail, ils donnent chacun leur existence entière à cette humanité par tous les moyens à leur service, ils agissent pour l'humanité. Là, je vous renvoie à ce travail que j'ai fait sur la mécanique universelle, où je démontre en fait que le mendiant au coin d'une rue, il est aussi important, il travaille autant pour l'évolution de l'humanité, parce que chacun qui le voit est travaillé de l'intérieur, il travaille les gens de l'intérieur, on voit ça, au moins pour ceux qui touchent leur empathie, ils voient leur détresse, ils obligent certains à devenir un peu généreux, à penser à l'autre, à savoir que, etc., faire un effort pour l'autre, à se sentir coupable aussi dans la société, de ne pas faire assez pour que des hommes ne se retrouvent pas à la rue, parce que c'est une honte. Évidemment, c'est un enjeu politique, plus que c'est pas voilà, ça dépend pas du peuple, ça dépend vraiment des stratégies politiques. Et donc, il agit autant que le sociologue qui va écrire sur le sur le mendiant, qui va écrire sur le SDF, voilà. Et d'ailleurs, certains philosophes ou sociologues sont allés sur le terrain, se sont fait passer pour des SDF pour voir comment ça se vivait. Et ils ont donné. Et alors voilà que le sociologue, il va à travers un livre, à travers des conférences, à travers, etc., des essais, il va aider l'humanité à bouger, et le mendiant, il fait la même chose de son côté. Donc voilà, et c'est pareil, et dans l'absolu, il n'y a pas de distinction pour l'évolution de l'humanité. Chaque être humain, pour le peu de temps, ou beaucoup de temps, ou par le bien, par le mal, par quoi qu'il fasse, par l'ensemble de ses jours, de ces heures qu'il passe sur cette terre, il agit pour l'évolution de l'humanité. C'est ça qui est l'important en réalité. Après, on doit penser que chaque individu est important, etc., qu'il est fondamental justement pour ça. Donc ne pas utiliser le fait que le plus important c'est l'humanité pour pouvoir dire on peut sacrifier des êtres humains pour l'humanité. Non, au contraire, voilà, chaque être humain est fondamental, on doit faire tout pour protéger chaque vie humaine, puisque c'est une pure merveille d'arriver sur cette planète et d'agir pour l'humanité. Et c'est une merveille d'apparaître en vie. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a qu'une vie, donc c'est quelque chose qui devrait être extrait, qui devrait être un trésor dans l'esprit de l'humanité, chose qui n'est pas le cas, et de moins en moins avec justement le néolibéralisme. Il a fait fléchir cette pensée qui existait dans le spirituel déjà, qui existait chez le spirituel. Et donc, voilà.
Alors, ces chamans, ces sorciers, ils sont là, ces saints, ces, euh, euh, ces prophètes, voilà, on peut, tous ces êtres humains qui ont euh, amené quelque chose de, une, qui se sont retrouvés en relation avec un principe divin, pour quelle raison on ne le sait pas, c'est comme ça, ils sont, voilà, on pourrait dire touchés par la grâce, ou par accident, par j'en sais rien, n'importe quoi, par la folie, peu importe. En tout cas, ils prennent la place du médiateur. Le chaman dans la tribu, etc. Et le prophète pour une, pour une communauté. Il semble donc qu'il y ait toujours eu, même dans les sociétés les plus primitives, des spécialistes des rapports avec les forces qui dominent l'homme, représentants de la communauté dans ses relations avec le sacré. L'histoire religieuse a vu se former et évoluer de façon diverse ce qu'on peut appeler les médiateurs. On en décrira les principaux types. Alors, le chaman. Combien il y a de pages ça, quand même, il y a quelques vidéos à faire. Le chaman est un type fort primitif, répandu dans les sociétés peu organisées. Mais voilà, tout ça, les textes, les paroles sont un peu péjoratissantes, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, un type fort primitif, le chaman. Mais non, il est à égalité avec le prophète. Il est à égalité avec Marcel Duchamp, avec Picasso, avec Mozart, avec voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence qualitative. Il n'y en a pas, dans l'absolu. Nous, on doit faire ces différences parce que ça permet d'évoluer. Tiens, voilà, lui, il est plus intelligent que lui, lui, il est plus beau que lui, il est plus riche que lui, etc. Voilà, on a besoin la société humaine a besoin de ces distinctions c'est un moteur, quoi, tout simplement. C'est un mauvais moteur. Il est absurde. On pourrait évoluer sans ce moteur-là. On évoluera à un certain moment sans ce moteur. Pour l'instant, on a encore besoin de ces distinctions, mais à un moment de l'évolution de l'humanité, on n'en aura plus besoin. On aura compris que nous sommes tous des ouvriers de cette évolution. Alors, il est médiateur. Et donc, société peu organisée. Non, elles sont totalement organisées. La tribu est aussi bien organisée que la société industrielle. Elle est organisée d'une autre manière, c'est tout. Ça s'arrête là. Une tribu en Amazonie est aussi importante que la communauté chrétienne, qu'une communauté entière, ou que voilà, c'est pareil. Son rôle est aussi important et aussi voilà. La seule chose, c'est pas qu'elle est peu organisée, elle est parfaitement organisée, mais à une échelle différente. Il est médiateur par vocation. Cette vocation se manifestant généralement par une crise d'apparence épileptique. Oui, alors pourquoi pas, voilà, on peut parler d'épilepsie, ou on peut parler d'extase, ou on peut parler de... Voilà, et très certainement que le premier qui est parti dans cette direction, il a peut-être mangé une herbe qui l'a poussé à ça, ou quoi que ce soit. Peu importe. En tout cas, il est dans un état qui le met en relation avec quelque chose de plus fort. Et ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, c'est que ça met en relation avec le divin. L'extase,
mais en relation avec le divin. Alors l'extase, peut-être que ce qu'il veut dire par l'épilepsie, c'est l'extase d'une certaine façon. Il est en quelque sorte élu par les divinités qui, par ces phénomènes anormaux et inquiétants, le désignent à la communauté. Alors oui, alors il peut être élu, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'il est élu qu'il est meilleur qu'un autre, il est différent. Voilà, lui c'est le chaman, il est élu pour être le chaman, il est élu pour être le prophète. Le Christ est élu pour être le prophète, et celui qui va le condamner est élu pour le condamner. Voilà. Et celui qui va le rejeter, celui qui va le vendre pour 10 deniers, il est élu pour ça, c'est tout, c'est pareil. Et tout ça fait, voilà, d'excellents humains. Voilà, pour reprendre une vieille chanson. Par les divinités qui, par ces phénomènes anormaux et inquiétants, le désignent à la communauté. Par cette élection et la crise qui la manifeste, il a accès à une zone du sacré inaccessible au commun et acquiert le pouvoir de manipuler impunément le sacré, dont il devient le technicien spécialiste. Alors, peut-être pour la tribu, c'est à ce niveau-là, pour le chaman, c'est possible. Mais en tout cas, il est clair qu'il prend son rôle au sérieux, comme un médecin prend son rôle au sérieux, comme etc., etc. Voilà, comme un homme politique prend son rôle au sérieux, et comme un mendiant prend son travail au sérieux. Mine de rien, c'est comme ça. Voilà. Ça fait partie de l'évolution. Sa technique est essentiellement extatique. Ah voilà. Ah voilà. Voilà, c'est là où je rencontre ces... Je ne l'avais pas lu évidemment. Hein. Donc l'extase permet une ascension rituelle, escalade symbolique de l'arbre du monde à travers les multiples cieux. Exactement ça. L'extase, voilà, c'est en fait, c'est pas la montée, c'est le divin qui vient, voilà, si on a le crâne ouvert, et donc tout l'ego se vide, tout ce qui constitue notre ego, voilà, je suis moi, Jean-Marc Denizot, machin, j'habite là, j'ai tant de trucs, je possède ça, voilà. Mes qualités sont celles-ci, mes défauts sont ceux-là, etc., etc. C'est moi, mon truc. Voilà. Ce qui me permet de me positionner avec les autres, voilà, toutes ces choses-là. Cet ego-là, dans l'état d'extase, qu'il soit accidentel ou recherché, certains recherchent l'extase et parviennent à l'extase. C'est le cas des soufis, des moines zen, etc. Donc, ce crâne est ouvert d'une certaine façon, symboliquement, tout ce qui est l'ego s'enfuit, et en fait, le divin qui est partout, qui est là, hein, qui est dans chaque atome, prend possession, en somme, de ce cerveau, et jouit à travers ce cerveau-là. L'extase, c'est la jouissance, c'est une jouissance permanente. Ou une descente aux enfers. Ah ben tiens. Ouais, alors bon, moi j'ai connu que dans mon expérience, j'ai connu que la montée au paradis, mais je ne savais pas ce qui se passait, hein. J'avais pas le sentiment, c'était accidentel, et je ne savais pas que j'étais dans un état d'extase. Je l'ai su après en me posant la question, en me remémorant cette semaine particulière. Par ces transes, le chaman sert d'intermédiaire entre les dieux et les hommes, découvre les moyens de guérir leurs maladies ou assure leur passage dans l'au-delà. Les chamans constituent une élite de spécialistes de l'âme. Bon voilà, c'est tous ces mots, élite, tout ça, ok d'accord, on est prisonnier de ça, mais c'est pas bon pour l'élite déjà de se croire une élite.
c'est pas forcément, voilà, certains, ça leur est préjudiciable. Après, qu'on ait une certaine idée de ce qu'on fait, de sa position dans la société, etc. C'est sans doute important, mais voilà, c'est pas fondamental, quoi. Des spécialistes de l'âme qui dirigent la vie religieuse de la communauté. Dans beaucoup de sociétés, cette vie religieuse est centrée sur le chaman, même s'il existe concurremment des prêtres sacrificateurs, même si les pères de l'église, de famille, sont chefs du culte domestique. Voilà, je vais arrêter là pour cette chose. Ensuite, il y a le sacrificateur, etc. Voilà, bon, on passera sur la seconde. Non, je vais finir parce que je crois que le sacrificateur va avec le chaman. Le sacrificateur est lui aussi un technicien, non de l'âme mais des rites, bien que certains sacrifices n'aient pas besoin de spécialistes, culte familial ou le père de famille est sacrificateur. Ils sont en général assurés par des individus que l'on peut bien appeler des fonctionnaires qui exercent soit par tradition familiale, soit par appartenance à une classe ou une caste. C'est même parfois une charge publique que l'on achète ou dans laquelle on est désigné par élection publique. Bon voilà, ça n'a pas une grosse importance. Après, on verra les brahmanes dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt.